Bonjour, je me nomme Alain Martel et je suis radioamateur, indicatif d'appel VE2-VMS. Je vais vous entretenir sur CKAC du journal La Presse, la station radiophonique, radio-téléphonique comme il se disait à l'époque. Ce poste de radio a connu des heures de gloire au Québec et au-delà de nos frontières. Véritable vaisseau amiral de la radio francophone, il a longtemps attiré le plus grand auditoire du Canada. Son épopée a été étudiée sous tous les angles, que ce soit au niveau artistique ou sociologique. Nombre de livres et documents universitaires racontent son histoire. Cependant, un aspect a été laissé dans l'ombre et c'est celui que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines minutes. C'est l'aspect technique et technologique qu'ont dû maîtriser ces pionniers de la radio alors que tout était à inventer. C'est le 3 mai 1922 que le journal La Presse annonce qu'il fait construire un poste de radio à même son édifice du 7 de la rue Saint-Jacques à Montréal. La construction se déroule durant l'été et les premiers essais en ondes ont lieu à partir du 22 septembre. La station est officiellement inaugurée le 2 octobre suivant. Le journal La Presse n'est ni précurseur ni innovateur, car depuis près de 2 ans, les stations radiophoniques se multiplient partout dans le monde. Plusieurs grands quotidiens américains et canadiens ont déjà installé un poste de radiodiffusion et débuté leurs émissions. Au moment d'annoncer l'installation d'un nouveau poste sur le toit de son immeuble, le journal La Presse a depuis peu débuté une rubrique portant sur la radio. Dans les mois précédents et suivant l'inauguration du poste, nombre de renseignements sur les installations sont publiés. L'image d'en-tête de la rubrique révèle elle-même déjà beaucoup. Les pylônes et l'antenne de type AMAC seront construits tels que dessinés. L'auditoire visé est aussi déjà bien défini. Au début de la radiodiffusion, les installations étaient l'héritage d'une expérience basée sur les communications radiotélégraphiques commerciales et amateurs, telles qu'entre une station côtière et un navire. Que ce fût Marconi qui avait le contrat d'équiper CKAC ou toute autre compagnie d'alors, les postes de radio étaient construits selon les connaissances et l'expérience acquises à l'époque. Un peu comme sur un navire, l'antenne était tirée entre deux mâts avec le poste directement dessous sur le pont supérieur. Ainsi, lorsqu'on se concentre sur la photo de l'édifice de la presse, on vient qu'à distinguer le poste et ses pylônes. On remarque aussi le haut de 2 fenêtres un peu décentrées vers l'arrière du bâtiment. Sur cette autre photo, prise à partir de la rue Saint-Jacques, qui date également des années 1920, on distingue un pylône d'acier. Le système d'antenne est typique d'alors, et les pylônes ne sont qu'une structure de soutien à une antenne composée de fils de cuivre. Voici l'édifice La Presse tel qu'il apparaissait encore au début des années 2000. On distingue bien une structure sur le toit. Vue du toit à l'aide de Google Satellite. Autre vue, la façade se situe à droite. Après avoir découvert, grâce à des images satellites, que les locaux originels de CKAC étaient toujours sur le toit de l'édifice La Presse sur la rue Saint-Jacques, je me suis rendu sur les lieux avec l'intention d'obtenir la permission de les visiter. Malheureusement, à mon arrivée, l'édifice n'était plus qu'un énorme chantier pour être transformé en condominium. Le toit et les locaux de CKAC avaient été démolis quelques semaines auparavant pour laisser place à la construction d'un toit terrasse. Il n'y a donc plus aucun vestige de l'ancien toit et des locaux de CKAC. Les photos satellites prises avant la démolition nous permettent tout de même une reconstitution du poste. Surligné en vert est l'endroit où se trouvait le studio. Sa superficie était d'environ 900 pieds carrés, soit 30 pieds par 30 pieds. L'antichambre et la salle des équipements d'émission étaient nettement plus petites. On aperçoit ici un entrefilet publié dans le journal du 17 juin 1922. On nous montre les travaux d'érection de l'antenne en cours.
Le pylône photographié semble être celui de la façade. C'est la compagnie Dominant Bridge qui a fabriqué les pylônes et ils sont d'une hauteur de 72 pieds. La mise à la terre du système d'antenne et des équipements est accomplie par l'entremise d'une bande de cuivre de 2 pouces qui rejoint une conduite d'eau qui, elle, est de 5 pouces. Dans le journal La Presse, daté du 22 août 1922, il est indiqué que l'antenne du poste CKAC vient d'être montée. Cette photographie est jointe au texte. Une explication détaillée de l'antenne est donnée. Je ne reprends que les principaux passages. La hauteur de l'antenne est de 145 pieds au-dessus du sol, c'est-à-dire plus élevée que le plus haut des édifices dans les alentours. Les pylônes sont en métal de composition spéciale et d'une résistance telle qu'ils auront à supporter continuellement un poids de 20 000 livres. Chaque poulie fixée au sommet des pylônes supportant elle-même un poids de 10 000 livres. L'antenne est composée de 7 fils de bronze phosphorés en torons de 69 pieds chacun. Les fils d'antenne sont attachés à des vergues de chêne, bois très dur et très résistant, d'une longueur chacune de 16 pieds et d'un diamètre de 4 pouces. Ces vergues sont maintenues au moyen de câbles en acier flexible et galvanisé de 5/8 de pouce, munis d'isolateurs et tendus par leur milieu au moyen d'un autre câble isolé passant par la poulie, de manière à pouvoir monter et descendre l'antenne ou tendre plus ou moins l'ensemble. Voici une photo provenant de la revue Radio News of Canada de janvier 1923 qui illustre parfaitement l'ensemble. On remarquera le réseau de fils suspendus en forme de hamac au bas des pylônes. Ils font office d'un bon sol conducteur. C'est le contrepoids électrique de l'antenne. Cette photographie, publiée en décembre 1922, nous montre les inspecteurs fédéraux sur le toit manipulant certains appareils de mesure. La scène, selon le profil des locaux derrière eux, fut captée près de la porte menant au toit. Fait à noter, la fenêtre qui est le double de largeur d'une fenêtre à guillotine typique de l'époque. On notera également qu'elles sont au ras du toit, le poste n'étant pas construit directement sur le toit, mais dans l'entretoit. Éventuellement, l'antenne de type hamac fut remplacée par une antenne de type cage, également en L inversée. La photo a été publiée en 1997 dans un article commémorant le 75e anniversaire de la station. Je n'ai malheureusement pu retracer à quel moment remonte ce changement. La photo couleur de droite n'est évidemment pas l'antenne de CKAC, mais un exemple contemporain pour illustrer ce type d'antenne. Finalement, dans son édition du 5 janvier 1928, la presse indique d'importantes améliorations à son poste, dont le remplacement des pylônes par de nouveaux de 135 pieds, soit quasiment 2 fois plus haut que les précédents. Cette modification n'est probablement pas étrangère au fait qu'un nouvel édifice a été construit au cours de la dernière année, directement en face du journal La Presse. Il s'agit du Thémis, un bâtiment de 10 étages, soit 6 de plus que la Presse au niveau de la rue Saint-Jacques. Par ailleurs, dans l'édition 15e anniversaire de CKAC en 1937, on mentionne que les pylônes sont toujours présents sur le toit de l'édifice. Ces deux photographies de 1922 côte à côte nous montrent une partie du studio. À noter le récepteur radio Marconi Modèle C sur la table. En avril 1924, un incendie se déclare dans le poste. Un photographe venu prendre des clichés du nouveau modèle de microphone aurait accidentellement mis le feu aux draperies. Seul le studio est endommagé et l'émetteur demeure opérationnel. Les émissions sont temporairement réalisées à distance à partir du studio de la station CFCF. On profite des travaux de réparation pour rehausser la décoration du studio. On remarque que le mobilier est le même, à part le secrétaire qui a été peint en blanc. L'incendie a dû être relativement mineur. Il en est de même pour le piano. Celui-ci sera déménagé dans les nouveaux studios et on relève encore sa présence en 1952.
Enfin, l'orgue est resté à sa couleur d'origine et était toujours présente, quoiqu'il a été mentionné dans certains écrits qu'elle avait été détruite dans l'incendie. Il n'y a pas de photographie de l'antichambre connue. Cette petite pièce était située entre l'escalier et le studio. C'était en quelque sorte une salle d'attente. Les émissions étaient en direct, du moins en grande partie, et les invités attendaient chacun leur tour dans l'antichambre pendant la prestation au microphone de l'invité précédent. Le poste CKAC a commencé ses émissions sur une longueur d'onde de 430 mètres, soit 697 kHz. C'est à partir seulement de 1925 qu'il s'établira sur 730 kHz, sa fréquence actuelle. Le premier émetteur est un Marconi de type 2 kW. L'ensemble est monté sur un panneau soutenu par un cadre en acier. L'alimentation est de 115 volts monophasé domestique. Deux lampes diodes Marconi MR6 que l'on aperçoit en haut à droite et un circuit filtre fournissent le courant de plaque qui est de 10 000 volts. L'onde porteuse est produite directement par la mise en oscillation de l'unique triode Marconi MT6 en haut à gauche. Le circuit modulateur de type Ising comprend deux lampes MT4 situées en bas à gauche. Un premier étage d'amplification audio est assuré par ce qui semble être une lampe MT1 en bas à droite. À la même époque que Marconi construit le premier émetteur de CKAC, la compagnie construit également des émetteurs pour les stations radiotélégraphiques du ministère canadien des Pêches et des Océans. Les tubes du bas sont des diodes MR6 rectificatrices et ceux du haut, les triodes MT6, comme ceux de l'émetteur de CKAC. La similitude entre ce produit et l'émetteur de CKAC est évidente. De même, la maison mère de Marconi au Royaume-Uni est impliquée dans la mise sur pied de la radiodiffusion britannique. Nous voyons ici l'amplificateur de la station 2LO de Londres qui commença ses émissions le 11 mai 1922. La facture de l'appareil nous rappelle celle de CKAC. Les tubes d'émission sont du même modèle. On remarque les panneaux de bakélite brun. Marconi éprouva des difficultés avec ses premiers prototypes dont les panneaux d'acier créaient des courants d'aidés indésirables. C'est pourquoi il est déduit que les panneaux des émetteurs de CKAC étaient faits de bakélite noir. Alors que les émissions sont commencées depuis peu, soit fin septembre 1922, l'émetteur doit être mis hors service du 13 au 14 puis du 16 au 24 octobre. C'est une période de 9 jours pendant laquelle le poste est silencieux. Le journal La Presse fait état d'un rendement insatisfaisant et de mise au point nécessaire par les ingénieurs de Marconi. Il est possible que ce second émetteur fut mis en service durant cette période. Sur celui-ci, on note une augmentation de la puissance en termes de lampes modulatrices par rapport au premier émetteur. Le circuit de modulation de type Ising était le seul connu à l'époque. Adéquat pour transmettre la parole, il présentait d'importants défis lors de grands écarts sonores, tels qu'exige la radiodiffusion. Le circuit de modulation par la plaque, nettement meilleur, standard de l'industrie jusqu'aux années 2000, ne sera malheureusement pas développé avant le début des années 1930. On voit ici le jeune technicien Leonard Spencer, qui deviendra éventuellement le directeur technique de CKAC pendant de longues années, tenir un tube MT6 et la notation mentionne premier tube de puissance de 500 watts. Les premiers émetteurs sont manifestement insatisfaisants puisque dès le début de 1923, un troisième émetteur est installé. C'est ainsi que le 9 mars 1923, la presse publie désireux de doter le poste CKAC des plus récentes améliorations apportées aux appareils radiotéléphoniques et de manière à rendre les émissions du poste de plus en plus intéressantes, nous avons, il y a quelque temps, renouvelé tous les équipements de notre station radiotéléphonique. Le texte se poursuit et explique en détail certaines caractéristiques.
Les principaux points sont que la tension de plaque est maintenant de 12 000 volts et que la modulation est assurée par deux puissantes lampes MT6, pilotées par une MT1 au lieu des trois MT4. Autre point fort intéressant est que dorénavant, les microphones sont de type dynamique avec préamplification. Le troisième et plus récent émetteur de CKAC n'était pas unique. Un exemplaire était en démonstration au kiosque de la Marconi du Canada à l'Exposition nationale de Toronto de 1923. Un article dans le Radio News of Canada mentionne que l'émetteur de 2 kW est similaire à celui opéré par CKAC et par d'autres stations bien connues au Canada. On distingue l'émetteur à gauche sous la tente. À titre informatif, en 1941, sur les 67 stations de radio au Canada, 26 ont un émetteur Marconi. Fait intéressant, alors que CKAC change son émetteur, l'entête de la rubrique Le Radio change d'apparence. Sur la droite, on passe d'une famille à une famille et deux couples supplémentaires. Sur la gauche, les pylônes et l'antenne sont remplacés par une image assez exacte du nouvel émetteur. Les nouveaux microphones dynamiques avec préamplification ne sont pas seulement bien meilleurs que les anciens microphones au charbon, mais ils ont la capacité d'être installés à grande distance de l'émetteur. Ainsi, au début de 1923, on installe une ligne entre l'hôtel Mont-Royal et le poste CKAC qui permettra la diffusion de concerts en provenance de la salle de bal du Grand Hôtel. Inauguré en décembre 1922, à peine quelques semaines après les débuts de CKAC, l'hôtel Mont-Royal est l'un des plus prestigieux de tout l'Empire britannique avec plus de 1000 chambres. L'hôtel attire alors nombre de touristes et visiteurs et ses soirées de bal avec orchestre de danse sont très accourues. Deux microphones avaient été disposés à l'hôtel, dont l'un placé près de l'orchestre et l'autre dans la salle à manger pour retransmettre les bruits et les réactions du public. Ces concerts sont très populaires et à partir de janvier 1923, le poste CKAC diffusera également des soirées dansantes à partir d'une salle de réception à l'usine de la brasserie Frontenac. La brasserie Frontenac passera aux mains de la brasserie d'Or en 1926, mais les diffusions se poursuivront. D'autres studios à distance s'ajouteront, notamment l'Hôtel Windsor. Malgré les améliorations apportées à l'émetteur de CKAC en 1922 et en 1923, 1924 marque l'arrivée d'un autre émetteur. Sur le nouvel émetteur de 1924, la qualité de la photographie nous permet un agrandissement qui révèle que l'ensemble des 6 lampes sont des Marconi MT6 fabriquées par l'usine de lampes Osram en Angleterre. Marconi et Osram sont associés depuis 1919. Les 3 lampes MT6 du haut sont en parallèle et constituent l'oscillateur. Les 3 lampes MT6 du bas ainsi que la quatrième sur le côté sont les modulatrices. Cet émetteur a vu sa puissance être augmentée graduellement tout au long de l'année 1924. Il passa ainsi de 2000 watts en janvier à 3700 watts en début septembre, puis à 7500 watts fin septembre, selon les chiffres fournis par CKAC. Afin d'alimenter le nouvel émetteur, le courant de 115 volts domestique n'est plus suffisant. On se branche donc au réseau triphasé de l'édifice. Le bloc d'alimentation est maintenant séparé de l'émetteur et est installé 2 étages plus bas. Principalement constitué de 6 tubes MR6 pour une rectification complète, il est en mesure de fournir plus de puissance et produire une tension de courant continu de 12 000 volts.
Petit détail intéressant, à l'exception du premier émetteur, on peut apercevoir sur les photographies des appareils suivants l'écusson de la filiale canadienne de Marconi. En 1925, la Marconi Wireless Telegraph Company of Canada est renommée la Canadian Marconi Company, alors que les produits de la compagnie ne sont plus exclusivement des appareils radiotélégraphiques. Sur cette photo publiée le 4 août 1923, on reconnaît M. Leonard Spencer. Il est dans la chambre des appareils de contrôle, qui est manifestement l'équivalent rudimentaire de la salle de régie d'aujourd'hui. On décrit la pièce comme ayant un couvre-sol de caoutchouc d'un demi-pouce et entièrement recouverte de zinc pour éviter toute induction provenant de l'émetteur qui se trouve à droite dans une pièce annexe faite de béton. Le couvre-sol a pour but évidemment de réduire le bruit, mais très probablement pour éviter également les vibrations et l'effet microphonique qui en découlent. Au numéro 1, nous voyons l'amplificateur audio de 50 watts. Le numéro 2 est le boîtier contenant les batteries alimentant le haut voltage de 400 volts de l'amplificateur audio. Le numéro 3 est le panneau de distribution du haut voltage. Le numéro 4 est le récepteur radio pour le monitorage de l'émission en cours. Et le numéro 5 est un court fil torsadé à titre d'antenne sur le récepteur. On voit ici la console de mixage pour les microphones. Elle a été fabriquée par M. Jacques Narcisse Cartier. On y remarque 2 transformateurs audio et 2 mA sur la partie supérieure ainsi que 4 potentiomètres au bas. On dénote également de petits commutateurs près des cadrans. L'équilibre du son, comme tout le reste, comportait une grande dose d'improvisation. Lors du 30e anniversaire de CKAC, en 1952, M. Paul Corbeil, un artiste des débuts de CKAC, raconte « Le grand embarras du temps, c'est qu'il fallait adapter la musique et le chant à la technique de ces premiers jours de la radio. Ainsi, quand je chantais, M. Jack Spencer, qui agissait alors aussi bien comme technicien, réalisateur et annonceur, me commandait de me tenir dans la porte du studio à 12 pieds du microphone, car ma voix forte menaçait de casser le microphone fragile. Les clarinettes et les violons étaient dans le studio proprement dit et les cuivres dans l'escalier. Les équipements de CKAC ne se limitaient pas à un poste émetteur. Un poste de réception était également installé. Le poste captait les nouvelles d'Europe diffusées sur grande onde, particulièrement par le poste de Lafayette-Bordeaux. Les dépêches étaient par la suite publiées dans la rubrique Nouvelles de France. Le journal évoque certaines difficultés de réception en décembre 1922 et que des améliorations seraient faites sous peu. L'équipement a possiblement été changé lors du renouvellement complet des équipements en 1923. Dans le poste de réception se trouvent de nombreux accessoires et équipements de radio de l'époque qu'il a été possible d'identifier en partie malgré la mauvaise qualité de l'image. Ainsi, aux positions A, B et C, on reconnaît 3 condensateurs de syntonisation fabriqués par la Marconi. Sous les condensateurs, on distingue bien le détecteur amplificateur à 7 lampes Marconi de type 55. Cette pièce d'équipement professionnel était couramment utilisée dans les stations Marconi à bord des navires. On retrouve aussi un détecteur type 134-70 et un amplificateur audio type 134-60, tous deux fabriqués par Marconi au Canada. Le plus gros appareil sur la gauche semble être un syntoniseur de modèle inconnu et possiblement fabriqué maison ou sur mesure. De part et d'autre de l'amplificateur Marconi type 134-60, il y a 2 condensateurs variables. Finalement, il y a un support ST-bobine de type Honeycomb duolatéral
et un petit objet incertain à l'intérieur du cercle blanc qui pourrait être un support à lampe Marconi de type Q ou V24. Tous ces éléments, lorsque reliés ensemble, peuvent constituer un récepteur radio. Ils font tous partie du catalogue 1922 du magasin Scientific Experimenter Limited. Localisé sur la rue McGill à Montréal, ce magasin était la propriété de Marconi du Canada. Cette photographie, publiée en 1924, indique qu'il s'agit de la salle de contrôle de l'émetteur. Nul doute, il n'y a qu'une pièce de cette taille. Toutefois, comme le poste de réception était également dans cette pièce, les appareils sur la table laissent penser qu'il s'agit du nouveau poste de réception, compte tenu entre autres des écouteurs, des condensateurs de syntonisation et de ce qui ressemble à un récepteur. Deux types de microphones sont connus pour avoir été utilisés dans les premières années de CKAC. Ici, nous apercevons M. Jacques-Narcisse Cartier, directeur général de CKAC de 1922 à 1927, devant un microphone à double cartouche de charbon. Ce type de microphone a été fabriqué par de nombreuses compagnies, les uns ayant beaucoup de similitudes avec les autres. Le fabricant de celui de la photo n'a pu être identifié. Sur cette image, on aperçoit un chanteur dont le microphone à charbon est accroché à une lampe sur pied. Certains ont soulevé que cette façon de faire avait pour raison que les gens n'étaient pas habitués à la présence de microphones. Ce qui semble erroné comme raisonnement, puisque les premiers microphones étaient exactement les mêmes appareils que l'on retrouvait sur les téléphones. En fait, les premiers microphones étaient conçus pour être tenus en main dans un but de radiocommunication ou déposés sur une table. La nécessité étant la mère de bien des inventions et, en attendant des microphones spécifiquement conçus pour les besoins d'un studio de radio, les supports étaient improvisés comme dans la photo précédente. Sur les photos actuelles, on constate que l'utilisation de piédestals ou de pieds de lampe torchère était commune dans toutes les stations radio. Sur cette photographie du studio prise en 1922, on discerne un microphone avec pavillon ou cornet. Nul doute qu'il s'agit d'un microphone à charbon. Ici, l'organiste de CKAC jouant devant un microphone à cornet. Le cornet ou pavillon est suspendu dans un cerceau de métal pour éviter que le son soit affecté par les vibrations. En 1923, la compagnie Marconi du Canada fabrique un microphone qu'ils appellent modèle Archon. Quoi qu'il ait l'apparence du microphone au charbon de style boîte de tomates, il est entièrement différent. En fait, il s'agit à ce moment d'une toute nouvelle technologie, le microphone dynamique, alors appelé microphone à induction. Sa réponse en fréquence est beaucoup plus étendue et mieux adaptée à la diffusion de musique. Son diaphragme est fait de caoutchouc et un gros bobinage en fait une pièce très lourde. Il est fort probablement dérivé du modèle magnétophone Marconi Sykes, fabriqué pour la BBC par la compagnie mère en Angleterre. Le nom Archon est possiblement officieux, car il a été utilisé pour d'autres équipements de Marconi. Il s'agit du mot Marconi sans le M ni le I. Une photographie de M. Leonard Spencer, prise en 1923 devant le nouveau microphone à induction. M. Spencer, alors assistant technique, deviendra le directeur technique de la station pendant de longues années. Sur cette photo parue en 1924 dans le journal La Presse, nous voyons assez clairement le microphone à induction déposé cette fois-ci sur un support de table. Autre vue saisissante du microphone à induction en octobre 1923, lors de la tournée québécoise du Grand Guignol de France. On voit ici une autre belle vue du microphone à induction
Alors que de toute évidence, M. Spencer pose pour le photographe. On remarque le fréquence-mètre général radio qui permet de mesurer la longueur d'onde. En 1923, CKAC est à l'avant-garde technologique avec l'utilisation de microphones à induction dans ses studios. Cette technologie amène parallèlement le développement de la cartouche de tourne-disque électrodynamique, ce qui permet dorénavant de diffuser des enregistrements sur disque sans être obligé de placer un microphone devant le pavillon du phonographe. Dès 1924, CKAC acquiert un tel phonographe électrique. Ce type d'appareil est spécifiquement fabriqué pour les besoins de la radiodiffusion, mais également des salles de cinéma. Malheureusement, il existe peu d'informations sur l'appareil de CKAC et ces images d'époque sont à titre démonstratif seulement. En 1928, les installations de CKAC avaient évolué à leur maximum. Les règles de plus en plus strictes et une tendance pour des émetteurs de plus en plus puissants afin de contrecarrer les interférences rendaient ces installations désuètes. Dans la rubrique Les concerts du devoir daté du 5 décembre 1928, on peut lire au sujet de CKAC: les amateurs de radio se consolent de la mauvaise température en faisant la tournée des villes américaines. La réception était encore bonne hier soir, quoique gâtée en certains endroits par l'interférence industrielle provoquée par l'humidité sur les réseaux électriques. Toujours dans le devoir en date du 28 décembre 1928. Le programme était intéressant, très varié. Il ne manquait qu'un bon poste capable de donner une bonne modulation sans se balader sur les longueurs d'onde. La différence était sensible pour l'amateur qui aiguillait alternativement entre New York et Montréal. Le poste de la presse a été sensiblement amélioré depuis un an, car l'an dernier, CKAC était probablement l'un des plus mauvais postes émetteurs du continent. Les amplificateurs ont été ajustés, équilibrés, ce qui assure une moyenne de rendement passable, mais qui n'égale en rien celui de CHYC de regrettée mémoire. En conclusion, la radio des premières années avait été autant une source d'émerveillement technologique qu'une source de divertissement. L'amateur pouvait passer des heures à s'installer une antenne, se fabriquer un récepteur, chasser de faibles signaux et des postes lointains. Et puis, les premières émissions, même avec les pires émetteurs, offraient une qualité et une diversité de musique qui surpassaient ce qui sortait du cornet d'un gramophone. Cette époque était révolue et en 1928, l'auditeur était devenu bien plus exigeant. D'un simple coup d'œil, les émetteurs de CKAC ont l'air bien rudimentaires comparés à ce qu'offrait déjà la Western Electric en 1923. Si CKAC était toujours là, c'était certainement dû à la qualité de sa programmation plutôt qu'à la qualité de son signal. Bref, la fin de la décennie des années 20 verra l'association entre CKAC et Marconi se terminer. Une nouvelle station sera construite avec un modèle d'émetteur éprouvé construit par la Western Electric via sa filiale canadienne.